Bonjour, soyez les bienvenus dans la semaine de l'écho. Donald Trump quitte la Chine après 2 jours de visite officielle. Accueil fastueux, promesses commerciales, mais aussi tensions persistantes sur Taïwan et sur l'Iran. Derrière les amabilités, la rivalité est toujours vive entre les 2 premières puissances mondiales. Cette visite marque-t-elle un tournant? Faut-il y voir un apaisement ou les signes d'un affrontement durable? Eh bien, pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-François Huchet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Institut national des langues et civilisations orientales, l'INALCO, et économiste spécialiste de l'Asie et de la Chine. Sandrine Zerbi-Bang, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de ZW Conseil. Alors, vous avez longtemps travaillé en Chine, notamment vous avez dirigé la filiale d'Adidas et construit des entreprises, lancé des entreprises, notamment dans le secteur du e-commerce. Jean-François Di-Meglio, bonjour. Bonsoir. Vous êtes président du conseil d'orientation de l'Institut de recherche indépendant Asia Center. 2 jours de discussion, quelques avancées commerciales, mais aucune déclaration commune. Le climat reste tendu. Pékin a rappelé ses lignes rouges, notamment sur Taïwan, avec une fermeté inhabituelle. Les précisions d'Emerald Maxwell et Axel Simon. Un aperçu rare de Zhongnanhai, le complexe ultra sécurisé au cœur du pouvoir chinois. Avant le départ de Donald Trump, Xi Jinping lui a proposé une visite privée des jardins de sa résidence officielle. Un geste du président chinois qui semble avoir plu à son homologue américain. Puis-je demander au président s'il reçoit ici d'autres dignitaires étrangers, des présidents ou des premiers ministres? Très peu. Nous n'organisons généralement pas de réception diplomatique ici. Poutine a été invité ici. Bien, bien. C'est appréciable. À l'issue de 2 jours de sommet bilatéral, les 2 dirigeants se sont félicités du renouveau des relations diplomatiques entre Pékin et Washington. Donald Trump indique avoir conclu plusieurs accords commerciaux sans donner plus de détails. Mais concernant la guerre en Iran, il est peu probable que Xi Jinping soit disposé à faire pression sur Téhéran pour faire avancer les négociations pour aboutir à un accord, comme l'espérait la Maison-Blanche. La principale avancée pourrait concerner le dossier du détroit d'Ormuz. Nous partageons le même avis sur l'Iran. Nous voulons que cela cesse et nous ne voulons pas que les Iraniens possèdent l'arme nucléaire. Nous voulons que le détroit reste ouvert. Malgré les apparences, de nombreuses tensions subsistent entre les 2 puissances, notamment au sujet de Taïwan. Jeudi, Donald Trump a fait face à une mise en garde de Pékin sur un risque de conflit entre la Chine et les États-Unis. Le président Xi Jinping a souligné que la question de Taïwan constituait l'enjeu le plus important dans les relations sino-américaines. Si elle est gérée de manière appropriée, les relations bilatérales bénéficieront d'une stabilité générale. Dans le cas contraire, les 2 pays connaîtront des heurts, voire des conflits, mettant ainsi l'ensemble de leurs relations en grand danger. Dans la foulée, le secrétaire d'État américain a déclaré jeudi que la politique américaine à l'égard de Taïwan restait inchangée. Les États-Unis sont le principal soutien militaire et diplomatique de cette île à gouvernement démocratique, que la Chine considère comme l'une de ses provinces en attente de réunification. Jean-François Di-Meglio, je vous voyais réagir aux propos du porte-parole du ministre chinois des Affaires étrangères. C'est quoi? Il n'a pas prononcé le mot conflit, il y a une ambiguïté? C'est-à-dire que, si j'ai bonne mémoire, il n'a pas prononcé le mot que l'on utilise pour qualifier la lutte des classes, qui est le même mot que l'on utilise pour parler d'une guerre, mais il a parlé simplement d'une conflictualité. Alors ça a été assez bien traduit. C'est subtil. Non, mais très vite, dès qu'on entend parler de Chine-Taïwan, le premier mot qui vient à l'esprit dans le monde extérieur, si j'ose dire, c'est la guerre. Ici, on a plusieurs choses. On a déjà une gradation du vocabulaire et on a un acte théâtral de la part de Xi Jinping qui, d'entrée de jeu, on parle. Peut-être y a-t-il eu préparation. En tout cas, c'est extrêmement surprenant parce qu'on savait que ce serait un enjeu, mais on parlait d'entrée de jeu quand vous recevez un hôte. C'est pratiquement une provocation et à une provocation, très souvent, la meilleure réponse, c'est de ne pas répondre. Et c'est exactement ce que cette provocation de Xi Jinping appelait, et il a effectivement eu pas de réponse, et c'était exactement ce que Trump voulait, et que tous les Américains qui pensent qu'effectivement, il ne faut pas attiser cette question, pensaient. Donc, ça s'est bien passé pour Trump sur ce sujet. Et vous dites pas de réponse. En revanche, le secrétaire d'État américain, lui, a
a rappelé que la politique des États-Unis, qui est donc le premier soutien militaire et diplomatique de Taïwan, reste inchangée. Allez-y. On peut peut-être aussi imaginer que la Chine, qui a subi quand même à plusieurs reprises des tentatives de la part de Donald Trump de recevoir des leçons, de se voir imposer quelque chose. Et alors, pour son public intérieur... devant le monde entier. Et devant le monde entier, de montrer que la Chine ne se laissait pas marcher sur les pieds, qu'elle devait être considérée comme l'égale des États-Unis. Mais c'est vrai que normalement, les choses sont quand même extrêmement bien chorégraphées. Donc, il y a quand même un certain nombre de points d'interrogation qui restent sur cette déclaration, mais à voir. Sandrine Serbi-Bang, faut-il y voir une volonté de Pékin de se placer au même niveau d'égalité que les États-Unis ? Peut-être que c'est cette volonté qui a provoqué cette déclaration. C'est une provocation, selon vous ? Je ne sais pas si c'est une provocation. Je n'irai peut-être pas jusque-là. Mais cela dit, c'est quand même une déclaration qui m'a surprise, parce qu'elle est venue très tôt, elle était relativement brutale. Et de fait, par rapport au sentiment de force tranquille qu'a évoqué ou qu'a donné Xi Jinping tout au long de la visite, là, on n'était pas dans la force tranquille. Et en un sens, on peut, en tout cas de l'extérieur, l'interpréter presque comme une faiblesse, comme un sentiment d'urgence sur la question de Taïwan. Voilà. Rappelez peut-être que Taïwan, c'est cette île démocratique que Pékin considère comme sa province. Alors, il faut quand même reconnaître qu'il y a un contexte qui est quand même très particulier, des commandes d'armes qui arrivent, qui étaient demandées par Taïwan. D'armes américaines. Tout à fait, très importante. Il y a le contexte des déclarations de la première ministre japonaise il y a quelques mois. Et il y a quand même une très grande fébrilité aussi dans la région. Les Philippines qui, en ce moment, font des exercices croisés avec le Japon et les Américains. Voilà, il y a aussi un contexte d'une très grande fébrilité, encore une fois, dans la région au sujet de Taïwan. Donc ça n'était pas anodin. Jean-François Di Meglio, l'absence de déclaration commune à l'issue de cette visite officielle de 2 jours, effectivement, qu'est-ce que ça vous inspire ? ça définit assez bien le cadre des conclusions qu'on peut tirer. Ça aurait été un bouquet final extraordinaire d'avoir un communiqué conjoint. On n'a pas toujours. C'était prévu ? Est-ce que c'était prévu ? Est-ce que ça avait été annoncé, oui. Une déclaration commune Donc, on remet ce voyage, en fait, dans le contexte d'une reprise de relations, après, effectivement, des années. Trump et Xi se sont vus, effectivement, en Corée en particulier, pour sceller cette trêve d'1 an sur l'embargo sur les terres rares. Mais de vraies rencontres comme ça, bilatérales, il n'y en avait pas eu depuis 2017. Donc on repart d'une certaine façon à zéro. Donc il faut recommencer. Et ce n'est pas à ce moment-là qu'on va effectivement, je dirais, s'embrasser sur la bouche et dire on fait un communiqué conjoint et on va dire à quel point on est d'accord sur tout. Ce n'est pas le cas. Sandrine Serbi-Bang, Jean-François Di Meglio vient de le rappeler, la dernière visite, donc c'était de Donald Trump en Chine, c'était en 2017 ? En 2017, effectivement, dans un contexte quand même assez différent. D'abord, on sortait d'une période qui n'était pas une période particulièrement dure dans la relation entre les deux pays. Il y avait déjà eu des tensions commerciales. Elles ne datent pas de Donald Trump entre les États-Unis et la Chine. Elles ne datent pas de son second mandat. C'est certain qu'avec Biden, il y avait, et puis même sur le premier mandat, il y a eu des tensions commerciales importantes. Mais dans l'ensemble, la période, les difficultés se sont vraiment accélérées à partir du premier mandat de Donald Trump. Donc, il a reçu un accueil extraordinaire en 2017, peut-être même encore plus fastueux en fait que cette fois-ci, et très chaleureux dans la diplomatie chinoise. Et puis finalement, derrière, il y a eu les premières attaques commerciales qui ont été évidemment très mal perçues, d'une part parce que ça perturbait l'économie chinoise, mais aussi parce que ça ne correspondait pas à ce qu'attendaient les Chinois en retour de cette première visite. Donc, et puis à partir de là, il y a eu une série effectivement de mauvaises relations, en fait, de signes de mauvaises relations, des aggravations de la guerre commerciale, etc., etc.
escalade aussi avec le retour des Chinois sur les terres rares. Et au bout du compte, cette deuxième visite de Trump en Chine, elle vient, après tous ces épisodes, apporter un moment de paix et faire descendre la température. Pour moi, elle fait vraiment descendre la température d'une relation qui s'était énormément détériorée. Et en plus, elle se fait à un moment où la Chine a beaucoup changé et la Chine ne se perçoit plus de la même façon et ne veut plus être perçue de la même façon. La Chine a donné beaucoup de signaux pour dire « je veux être traité sur un pied d'égalité avec les États-Unis ». Alors, vous l'avez rappelé, Donald Trump, il a dû reculer l'an dernier sur les droits de douane records qu'il voulait imposer à la Chine lorsque celle-ci a imposé un embargo sur des terres rares qui sont essentielles à l'économie mondiale, à l'économie américaine. Jean-François Huchet, cette confrontation entre ces deux titans, on le voit, elle coûte cher pour leur économie. Oui, c'est vrai qu'en 2017, je pense que la Chine ne connaissait pas encore et cherchait à connaître Donald Trump. Il y avait eu effectivement le début, l'amorce d'une disposition, on va dire, bipartisane entre démocrates et républicains avec le fameux pivot asiatique qui avait été décidé à la fin de la présidence Obama. Mais vraiment, la transcription de la montée en puissance de la Chine et la réaction américaine, elle est vraiment intervenue avec Trump. Et je crois que ça a été très bien rappelé. Ils ont eu le sentiment d'être trahis. Alors aujourd'hui, on a un peu le sentiment que les Chinois ont appris des Américains justement en matière de sanctions. Ils ont vraiment repéré au millimètre près dans chaque chaîne de valeur ajoutée quels étaient les possibles points de friction qui allaient faire mal. Et il est bien évidemment, on le savait déjà depuis très longtemps, les Japonais en avaient fait l'expérience déjà depuis assez longtemps, la question des terres rares pour lesquelles la Chine dispose d'un monopole non seulement dans l'extraction mais le raffinage est venu à point nommé, et on a vu une Chine qui a longtemps attendu et qui à un certain moment donné, compte tenu de l'escalade, a fait jouer et a montré au monde entier, pas seulement aux États-Unis mais aussi aux Européens, qu'on ne pouvait pas se passer de la Chine sur cette question. Pour autant, la Chine elle a aussi besoin du marché américain. Oui, alors ce qu'on constate quand même, c'est que la Chine, comme pour les approvisionnements énergétiques, a quand même, depuis quelques années, beaucoup diversifié ses marchés. Elle cherche justement à faire de plus en plus de commerce avec d'autres pays, signer des accords de libre-échange avec beaucoup de pays. Et puis, elle a effectivement essayé de contourner les droits de douane américains en passant par des pays tiers. Ça rend l'Europe effectivement de ce point de vue à la fois plus importante pour la Chine, et en même temps ça nous place dans une situation très vulnérable vis-à-vis de la Chine quand on arrive en ordre divisé, comme c'est le cas depuis très longtemps, trop longtemps. Mais en tous les cas, on voit bien que la Chine cherche à diversifier tous ses marchés. Je voudrais qu'on voit les chiffres de la balance commerciale entre les États-Unis et la Chine. On voit que le déficit commercial, vous allez voir, il est encore très élevé, même s'il a été divisé de moitié. Il est à 200 milliards de dollars l'année dernière, contre 400 en 2018. C'est quoi ça? C'est les droits de douane et c'est le fait d'être passé par des pays tiers qui peut expliquer cette réduction? Allez-y. Oui, tout à fait. Il y a une diversification. Et puis, il y a aussi beaucoup moins d'échanges entre les entreprises américaines et chinoises elles-mêmes, puisqu'on a une chute très importante des investissements de part et d'autre dans les pays. Ça, c'est un chiffre qui traduit aussi je ne sais pas comment il faut l'appeler, de découplage, de dérisking, comme on l'emploie en bon français aux États-Unis. Rupture. Voilà, de rupture. Et c'est vrai qu'on le retrouve ensuite sur d'autres domaines scientifiques, échanges culturels, échanges d'étudiants. On est passé dans une relation bilatérale qui n'a plus rien à voir avec ce que nous avions il y a encore quelques années. Oui, il y a deux choses qu'il faut noter quand même sur ces graphiques. Bon, déjà, la tendance, même si c'est marginal, le déficit s'est réduit. Donc, d'une certaine façon, Trump a délivré, on peut dire. Et l'autre chose, c'est que si ce déficit s'est réduit, c'est pour deux raisons. La première raison, c'est que ce qu'on a perdu, si j'ose dire, en déficit entre les États-Unis et la Chine, on l'a gagné avec l'Asie du Sud-Est. Et en fait, quand les États-Unis
traite avec l'Asie du Sud-Est, d'une certaine façon, il traite avec la Chine, parce que la Chine a énormément délocalisé pour contourner les mesures de Trump. Et l'autre chose que montre ce graphique, en tout cas dont il faut se rappeler, c'est qu'on est entré dans une période où désormais le premier partenaire commercial, import et export confondus, n'est plus ni les États-Unis, ni l'Europe, à quelques dizaines de milliards près. On parle d'à peu près de 800 milliards en ce qui concerne l'Europe. C'est l'Asie du Sud-Est, parce qu'on cumule bien sûr l'import et l'export. Donc ça vous montre en fait le fait qu'on a non plus simplement des flux à sens unique où la Chine va exporter vers les États-Unis, mais elle va dans un premier temps réexporter vers des pays d'Asie du Sud-Est qui eux-mêmes vont vendre des produits qui sont à l'origine chinois. Donc si vous voulez, il faudrait recorriger un peu toutes ces données, mais de fait, la politique trumpienne n'est pas un échec en termes de diversification, et de la même façon, la politique chinoise de dépendance moindre au marché américain n'est pas un échec non plus. Cela dit, il va falloir des années et des années pour arriver à un vrai découplage. On n'y est pas. Les deux économies sont imbriquées. Aussi bien directement qu'indirectement, on l'a bien compris. Alors, à peine quitté le sol chinois, Donald Trump s'est empressé de vanter plusieurs accords commerciaux, sans donner plus de détails. Écoutez. C'était une visite incroyable. Je crois que beaucoup de bien en est ressorti. Nous avons conclu des accords commerciaux fantastiques, bons pour les deux pays. Il est un homme que je respecte beaucoup, presque de la famille. Nous nous connaissons depuis 11 ans, presque 12, ça fait longtemps. Nous avons réglé beaucoup de problèmes que d'autres n'auraient pas pu. Presque de la famille, il va fort quand même, Donald Trump. Il continue donc de voir Xi Jinping et la Chine comme son principal rival, mais pour autant, une forme de respect. D'abord, c'est sa façon de parler, déjà, pour commencer. Je dirais même pas pour commencer. À 80%, c'est sa façon de parler. Cela dit, je pense qu'effectivement, il respecte Xi Jinping. Il respecte des gens qui sont si différents de lui. D'abord, qui sont des autocrates, pour commencer. Il a une tendance à respecter les autocrates, ça c'est clair. Et puis, qui ont cette espèce de tenue qu'il n'a pas. Donc, je pense que ça provoque le respect chez lui. C'est une visite historique qui fera date, a affirmé Xi Jinping. Que faut-il comprendre ? Elle fera date parce que ça faisait effectivement 9 ans qu'il n'y avait pas eu de... Bon, il est possible qu'elle fasse date. C'est encore un peu tôt pour le dire, comme disait Deng Xiaoping à propos de la Révolution française. Oui, c'est un peu tôt pour dire si c'était une bonne chose ou une mauvaise chose. Mais il faut se souvenir qu'elle fera date parce que aussi il y a déjà une visite en sens inverse qui est prévue. Ça, c'est important. Ce sera la première. On est sorti d'une période où on ne savait pas quand est-ce que les rencontres auraient lieu. Et là, on a d'ores et déjà une nouvelle... On a 2 échéances. On a l'échéance de septembre, c'est-à-dire avant les élections midterm américaines, et on a l'échéance d'octobre, l'anniversaire d'un an de l'accord qui s'est passé en Corée sur les droits de douane et sur les embargos. Calendrier est fixé. Vous vouliez réagir ? Non, en plus, il y a d'autres occasions de rencontres entre les deux, entre Xi Jinping et Trump, à Shenzhen pour la réunion de la PAC, ensuite pour le G20 en Floride. Donc, il va y avoir, on anticipe une série de rencontres bilatérales à ce niveau-là. Et donc, en fait, on reprend un dialogue, on renoue un dialogue qui va, on l'espère, en fait, se maintenir. Et en ce sens, oui, ça fait date. Pour moi, le fait de renouer un dialogue après avoir cassé la relation de façon aussi massive, on va dire, ça me paraît important et assez important pour dire que cette visite fait date. Alors, il y a le dialogue et puis il y a les accords commerciaux. Lors de son précédent déplacement en 2017, Donald Trump était reparti de Pékin avec une moisson de contrats. Cette fois-ci, la récolte, elle est pour le moins plus maigre. Il faut peut-être attendre un petit peu, mais c'est vrai qu'on sait la rapidité à laquelle Donald Trump se sert de son téléphone en général pour annoncer ce genre d'accord. D'accord, fantastique. Voilà. C'est vrai que pour l'instant, les chiffres, en tout cas sur les avions, ne sont pas forcément à la hauteur de ce qu'on attendait. Oui, puisque c'est une commande donc, de 200 avions Boeing, alors qu'on parlait de 600...
Oui, Ça, c'est- alors 500. on arrive de très loin puisqu'il y avait eu quand même un arrêt brutal après les accidents des Boeing, mais il va falloir voir effectivement... Airbus est content. Oui, tout à fait. Airbus est content. Oui, oui. Première réaction d'Airbus, on avait dit 500 avions, c'est 200. Oui, Et ils sont... Je cite Airbus. Continue à On est dominer, effectivement. Après, je crois qu'il y avait aussi une volonté pour les Américains, et ça, on n'en a pas beaucoup discuté, on va voir dans les faits, de pouvoir s'approvisionner plus facilement, plus rapidement aussi en terres rares, parce que les Américains restaient quand même, comparés aux Européens, dans de grandes difficultés d'approvisionnement, y compris pour des choses militaires qui leur posent beaucoup de problèmes. Donc il y avait quand même cet aspect très important. On n'a pas de déclaration non plus sur les questions de l'intelligence artificielle, mais on en reparlera. Mais voilà, disons que même sur les terres rares, on est d'accord, on n'a pas de l'instant, il y a déclaration. rien. Pour l'instant, on est plutôt dans le flou. En dehors de ces 200 Boeing, Oui. Mais je pense aussi que, d'une certaine façon, la Chine, ça faisait partie de cette idée, on est sur un pied d'égalité. Tu ne vas pas, les États-Unis ne vont pas nous dicter le contenu exact des contrats qu'on va signer. La Chine tenait à ce que, à ne pas répondre exactement à la demande. Quand il parle d'accords commerciaux fantastiques, on peut dire que Donald Trump s'adresse à son électorat. Mhm. Ça semble assez évident. Les entreprises américaines, alors vous parlez peut-être d'un accord sur les terres rares dont elles ont besoin pour certaines. Peut-on dire qu'elles repartent gagnantes de cette visite officielle? Alors, en tous les cas, il y avait énormément de dommages collatéraux. On l'a vu dans les premiers mois de la présidence Trump, dans son deuxième mandat. On avait vu quand même des entreprises comme Apple qui ont construit pratiquement tout leur modèle être complètement déboussolé par les déclarations et la volonté de Donald Trump d'imposer des droits de douane qui allaient casser complètement le modèle d'Apple. Nvidia qui se voyait interdit... Donc cette entreprise américaine de puces de haute technologie. De très haute technologie qui s'était vue interdire le marché américain. Alors depuis, il y a eu des accords et visiblement les États-Unis voulaient à nouveau permettre l'exportation des puces les plus sophistiquées. Mais maintenant, semble-t-il, des entreprises chinoises, notamment Huawei, auraient utilisé une autre technologie. Alors pas pour tout ce qui concerne l'IA, mais en tout cas sur un domaine, ils seraient en capacité d'avoir remplacé une partie des microprocesseurs Nvidia. Et donc, il y a toujours cette préférence aux producteurs nationaux. Et donc, il y a eu des déclarations comme quoi Nvidia... Oui, ils peuvent revenir, mais... Vous voulez dire qu'ils sont venus pour rien, finalement? Voilà. Les Chinois n'en ont pas plus forcément, si parce que besoin c'est que ça. quand même un marché énorme. Et il y a très certainement des déclarations aussi un peu intempestives de la part de certains sur la capacité vraiment chinoise de remplacer ces microprocesseurs. Pour l'instant, ils restent quand même très hégémoniques dans la production de l'IA. Et de fait, les entreprises chinoises utilisent des centres de calcul qui sont dans d'autres pays pour pouvoir faire tourner leur génération, leur IA générative. Il était en position de force ou de faiblesse, Donald Trump, en allant en Chine? On sait les déboires qu'il a pu avoir sur des décisions sur les droits de douane retoqués par la Cour suprême ou des tribunaux américains. Il est embourbé en Iran. Est-ce que dans cette relation que Pékin veut aujourd'hui d'égal à égal, il n'était finalement pas en position de force? Alors, ce qui est sûr, c'est que se situant maintenant, le voyage de Trump était supposé se situer à un moment où la question iranienne était derrière lui. Et donc, où il arrivait dans une position clairement un peu plus forte s'il l'avait traité. Là, il arrive avec une question iranienne qui est encore ouverte. Donc, c'est quelqu'un qui a des problèmes, qui ne les a pas réglés, en face de quelqu'un qui s'affirme comme voulant apaiser le monde entier. Ce dont on n'a absolument pas parlé pendant cette visite, y compris de la part des observateurs européens, c'est l'état de la Chine. C'est-à-dire dans quel état se trouve la Chine aujourd'hui. Si la Chine a des accointances avec l'Iran, c'est parce qu'elle a un certain nombre de besoins, parce que son économie n'est pas dans une forme extraordinaire, c'est parce qu'entre autres, elle a aussi besoin de ressources naturelles, même si elle cherche
à sortir de cette dépendance. Et donc la question iranienne, c'est un problème pour Trump parce qu'il est allé très loin, il n'est pas arrivé encore au bout, mais c'est aussi un problème pour la Chine parce que si à un moment c'est difficile, ça a été facile depuis 2 jours, de faire venir du pétrole d'Iran, à un moment ou à un autre, il peut y avoir un problème en Chine. Mais effectivement, c'est un sujet extrêmement important, l'Iran. Il a été un peu sous-traité quand même. Enfin, traité, pas assez traité, je veux dire, dans ce séjour. Et Donald Trump peut-il réellement compter sur Pékin pour l'aider à sortir de cette crise iranienne? Ou c'est un dialogue de sourds? C'est un grand sujet, hein, oui, clairement. Vous n'avez pas la réponse. Il y a plusieurs choses qui se trament. Il y a le Pakistan, qui est aussi entre les deux, qui est ami à la fois des États-Unis et de la Chine. Il peut y avoir des intérêts, bien sûr, comme vient de le rappeler Jean-François, pour la Chine de réouvrir le détroit d'Ormuz, parce qu'il y a pas que le pétrole, il y a aussi, où il y a le pétrole, mais qui sert à fabriquer d'autres produits dont la Chine a besoin pour... La Chine est un grand consommateur de pétrole iranien. Mais en fait, le détroit d'Ormuz, c'est pas uniquement le pétrole iranien, c'est aussi le reste. Et donc là, on n'arrive pas uniquement à entre 13 et 15% du pétrole chinois. Si on rajoute tous les pays du Golfe Persique, on est aux alentours de 50%. Donc il y a quand même quelque chose, un enjeu qui est important, même si on sait qu'ils ont des réserves, même si on sait qu'ils peuvent augmenter un petit peu leur capacité sur les énergies vertes, même s'ils peuvent redémarrer un peu de charbon dont ils disposent près de 3 siècles de réserves. Voilà. Mais il y a un moment, comme l'a dit Jean-François, ça peut poser des problèmes. Et donc, c'est aussi dans l'intérêt, et d'ailleurs ils l'ont dit, que le détroit rouvre et qu'il y ait une certaine stabilité dans la région. Ils ont même affiché une certaine forme d'irritation face à cette guerre lancée par Donald Trump. Ce qui est à peu près certain et acquis, c'est que les Chinois veulent que les bateaux puissent passer dans le détroit d'Ormuz sans problème, ça c'est à peu près clair. Et deuxième chose, ils ne souhaitent pas du tout que l'Iran acquiert l'arme nucléaire. Donc ça, c'est les 2 points qu'on peut à peu près tenir pour certains. Maintenant, leur volonté d'agir et leur capacité d'influence sur l'Iran, on se l'exagère peut-être. Sachant que la situation chinoise, elle est compliquée. La Chine n'a pas vraiment d'alliance, elle a des partenariats avec toutes sortes de pays qui sont peut-être eux-mêmes en difficulté entre eux. Donc tout ça rend la situation assez complexe pour exercer son influence. Et d'une façon générale, on voit souvent la Chine, c'est l'impression que ça me fait, à chercher vraiment une influence maximale, mais en prenant un minimum de responsabilité. Voilà. Oui, ça c'est vraiment caractéristique. Et c'est une observation, effectivement, qu'on n'arrive pas à évacuer. On voit la Chine jouer un rôle de plus en plus important. Et effectivement, y compris nos médias nous parlent de cette montée en puissance de la Chine. Et après, quand vous êtes en face d'une vraie situation tendue au plan international, la deuxième économie mondiale n'est absolument pas au niveau d'influence diplomatique où elle pourrait être, pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez dit, c'est le refus total des alliances. Parce que avoir des alliances, c'est aussi se priver d'un certain nombre d'ouvertures. Si vous êtes les alliés de certains, eh bien, il y en a d'autres avec qui vous n'allez pas pouvoir traiter. Or, la Chine a vraiment besoin de tout le monde. Elle a besoin de l'Afrique, elle a besoin de l'Europe, elle a besoin des États-Unis, elle a besoin de l'Amérique latine. La Russie. Et donc, c'est dans la doctrine diplomatique chinoise, qui est très, très différente de la nôtre, c'est aussi dans la doctrine de la multipolarité. Nous aussi, nous sommes pour la multipolarité, mais nous avons des alliances. Nous respectons nos alliances. Et donc, dans cette logique-là, la Chine a un peu, je dirais, non pas les mains liées, mais en tout cas une doctrine inhibante. Par ailleurs, moi, ce que j'observe, c'est que finalement, la tradition diplomatique chinoise, elle est éloquente. On a des diplomates chinois qui sont de grande qualité, mais elle est relativement récente. La place de la République populaire de Chine dans le concert des nations n'a rien à voir avec la place de la Russie dans le concert des nations. Et je dirais même rien à voir avec la place de la France dans le concert des nations. C'est à certains égards un vieux pays, mais aussi un nouveau pays, qui doit se construire une doctrine diplomatique.
Alors, dans la série des accords fantastiques évoqués par Donald Trump, la Chine voudrait acheter du pétrole, du gaz, des produits énergétiques et agricoles américains. Est-ce que des choses sont prévues ou on n'en sait pas plus? Ou c'est qu'une déclaration Et pour l'instant, quand vous regardez les chiffres du mix d'import pétrolier de la Chine, il n'y a pas de trace, en tout cas très forte, des États-Unis. Après, il y a peut-être du pétrole américain ou du gaz qui arrive, mais à travers les marchés. Mais en tous les cas, pour l'instant... c'est un vœu pieux. Voilà. Alors, s'il y a effectivement des accords en matière d'investissement... on peut tout imaginer qu'à un certain moment donné, il puisse y avoir du pétrole et du gaz américain achetés, ou éventuellement des accords entre entreprises américaines et chinoises dans des pays tiers pour exploiter. On pourrait imaginer ce genre de choses. Pour l'instant, quand vous regardez les chiffres, c'est très... Je peux formuler des hypothèses. Ouais. Bon, l'hypothèse vraiment minimum, on est obligé de faire des hypothèses minimum à ce stade-là. Il y a quand même la présence des grandes banques d'investissement américaines dans le cortège. Donc la demande d'une ouverture des marchés financiers, même si on sait que ça ne va pas être du jour au lendemain et que les marchés financiers chinois sont très fermés. Et en retour, la demande d'ouverture à tous les produits qui ont trait aux énergies renouvelables. Je dirais que ce sont des sujets relativement peu conflictuels. Et par ailleurs aussi la demande des Américains d'exporter du bœuf et d'exporter du soja. Donc ça, c'est effectivement... à minima, ce qui a probablement été discuté. Précisément, les agriculteurs américains ont beaucoup souffert des tensions commerciales avec la Chine, en particulier les producteurs de soja. Pékin a arrêté du jour au lendemain ses achats en les remplaçant par du soja brésilien. Le reportage de notre correspondante Yenali. Du tofu à la sauce, le soja est au cœur de l'alimentation chinoise depuis des siècles. Mais avec l'essor économique du pays, la consommation de viande explose et la production locale ne suffit pas pour l'alimentation animale. Aujourd'hui, 90% du soja en Chine est importé. Le bétail et la volaille chinois sont nourris avec du soja brésilien, argentin et américain. Le président du Conseil d'exportation du soja des États-Unis se rend souvent en Chine pour convaincre les acheteurs de la supériorité du produit américain. Une tâche devenue plus délicate depuis que la plante s'est retrouvée prise entre les feux croisés d'une guerre commerciale. C'était une mauvaise période pour les producteurs américains. Les prix ont chuté et les agriculteurs ont été très déçus. Il espère que le soja sera au cœur des discussions entre Donald Trump et Xi Jinping. J'espère que les relations pourront s'apaiser et que l'agriculture ne sera plus utilisée comme une arme. Pékin souhaite se sevrer des graines étrangères au nom de la sécurité alimentaire. En 2017, le soja représentait 18% de l'alimentation animale. Le ministère de l'Agriculture souhaite baisser cette proportion à 10% dès 2030. Voici la salle des mouches adultes. Venez voir. L'une des alternatives est la protéine d'insectes. Wang Qiulin est un spécialiste de l'élevage de mouches soldats noires. C'est ici que nous versons les insectes séchés. Ils sont ensuite acheminés vers le haut grâce à ce dispositif. Et cette machine permet de transformer les mouches en poudre et en huile. Les insectes se nourrissent de déchets organiques et sont, à leur tour, transformés en aliments riches en protéines destinés aux animaux. L'élevage et la transformation de la mouche soldat noire sont bénéfiques pour l'environnement. Cette activité permet également de résoudre les problèmes d'approvisionnement en protéines. Pour l'heure, ces mouches servent surtout de source de protéines pour les crabes et les crevettes. Les éleveurs de volailles, eux, continuent de privilégier le soja, moins cher. Pourtant, Wang Qiulin voit grand. Son ambition n'est pas seulement d'offrir aux agriculteurs une alternative made in China, mais aussi d'exporter au-delà des frontières chinoises. Je ne vais pas vous interroger sur cette solution chinoise, mais est-ce que des avancées sur le dossier du soja ont été observées lors de ces 2 jours de visite officielle ? Écoutez, on attend, effectivement, on s'attendait à ce que ce soit quand même qu'il y ait des progrès dans ce domaine, puisque le soja a été pris en otage, mais c'est l'exemple dont on parlait tout à l'heure. Il y a eu les terres rares d'un côté, il y a eu ensuite effectivement le soja. Les Chinois ont appuyé là où ça faisait mal. Et donc on s'attend effectivement à ce qu'il y ait un geste, et en plus un geste
qui est attendu avant les élections du midterm aux États-Unis, puisque les agriculteurs ont beaucoup souffert quand même, et en particulier les producteurs de soja ont beaucoup souffert de ce point de vue. De ce marché qui s'est fermé, oui. Je pense qu'il y a quand même à tout point de vue, la Chine a une réflexion militaire, d'autosuffisance, ah oui, c'est ce qu'on voit parfaitement. De limiter la dépendance et des points de faiblesse vis-à-vis de l'étranger. Et donc, il ne faut pas s'attendre non plus à ce que cette diversification des achats de soja, comme pour le pétrole ou d'autres choses, change du jour au lendemain. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je pense juste qu'il n'est pas exclu que aussi le sujet ait été abordé dans les discussions commerciales qui ont eu lieu en préparation en Corée, d'ailleurs, juste avant l'arrivée de Trump en Chine. Mais effectivement, je pense que tactiquement, faire un petit effort du côté du soja, c'est pas un sujet hypersensible, mais du point de vue de la Chine. Mais dans le long terme, la Chine souhaite arriver à l'autosuffisance. Mais c'est un sujet quand même assez fascinant d'une certaine façon, parce que c'est très asymétrique, cette histoire du soja. C'est pas un gros geste à faire de la part de la Chine, mais ce geste a énormément de conséquences sur l'électorat de Trump. Parce qu'il suffit effectivement de retenir les importations de soja pour que Trump perde des points dans son électorat traditionnel. Et puis il y a aussi une histoire quand même fascinante, c'est que ce sont les États-Unis qui sont désormais une nation agricole en face d'une Chine qui est désormais une nation innovante. Là, il y a quand même un renversement des valeurs. Si on vous avait dit ça il y a 15 ans, ce n'était pas tout à fait ce qu'on avait en tête. Ça veut dire que effectivement, si on se pose la question de ce qu'apporte Trump aux États-Unis ou ce qu'il apporte à la relation bilatérale Chine-US, il y a vraiment une question à se poser à ce moment-là, effectivement. Et ça peut montrer les limites de sa politique de guerre commerciale, de droits de douane ou de restriction de certains. Il ne faut pas sous-estimer la capacité américaine, en particulier, on l'a dit, sur les technologies très avancées dans lesquelles la Chine est encore très en retrait. Mais quand même que cette histoire de soja soit aussi importante, qu'il parle aussi d'aller vendre du pétrole, ce qui n'a pas de sens, c'est aussi une approche un peu déroutante, on peut le dire. Je crois qu'il faut aussi se rapporter aux déclarations tonitruantes qu'on a eues pendant la deuxième campagne électorale de Trump à l'égard de la Chine, les déclarations au moment où il a pris le pouvoir vis-à-vis de la Chine, les premières décisions où il voulait quand même faire plier la Chine et essayer effectivement de réduire drastiquement le déficit commercial, d'arrêter effectivement l'émergence de la Chine dans la haute technologie. Mais quand on voit effectivement l'avancée des résultats, on est quand même dans une situation qui est extrêmement différente. Donc quand vous parliez de est-ce qu'il arrivait en position de faiblesse, oui, par rapport à toutes les déclarations qu'il a pu faire vis-à-vis de son électorat, on est quand même dans une situation qui est très très différente. Au vu des avancées chinoises dans la robotique, dans l'intelligence artificielle, peut-on dire que les États-Unis ont du souci à se faire? Je ne sais pas si je le formulerai de cette façon, mais ce qui est certain, c'est que la Chine fait des progrès à pas de géant dans beaucoup de domaines, et notamment, alors même si effectivement, comme le rappelait Jean-François, elle est encore en retrait sur un certain nombre de choses, et notamment sur les microprocesseurs les plus avancés nécessaires, notamment dans l'intelligence artificielle. Mais malgré tout, la Chine a fait ces dernières années des progrès absolument incroyables, que ce soit dans les véhicules électriques, les batteries, les éoliennes, les panneaux solaires, la robotique. Vous parliez de la robotique, je crois me rappeler d'un chiffre, c'est que genre 50%, c'est ça, 50% des robots industriels sont en Chine, du monde, Et d'ailleurs, le fait est que quand vous visitez des usines, alors je ne parle pas d'usines textiles, mais quand vous visitez des usines en Chine, c'est très frappant de voir à quel point c'est presque des usines de science-fiction. Quand Xi Jinping cite l'historien grec Thucydide pour mettre en garde Donald Trump de ne pas chercher à empêcher l'émergence de la Chine, devenue l'autre superpuissance mondiale, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça fait longtemps que la Chine essaye de convaincre les États-Unis qu'ils ne sont pas
un concurrent dangereux. Bon, les Américains n'y croient plus du tout, hein, ça fait déjà un certain temps. Donc oui, c'est pas vraiment nouveau. Après, voilà, on trouve des formules qui ont été utilisées par certains spécialistes américains justement pour parler de ces puissances émergentes. On voit bien aussi dans les travaux qui ont été faits que sur 16 émergences, il y en aurait eu 12 qui seraient terminées par des guerres. Donc voilà, c'est voilà, ça. La Chine c'est un petit peu ce discours qui est entre apaisement et en même temps menace très voilée. En même temps, voilée, pas tant que ça finalement, assez affichée de la part de Pékin. En même temps, il y a quand même une démonstration de force brutale de la puissance militaire américaine, quand même si elle n'arrive pas assez fin en Iran. Et on ne voit pas une Chine aujourd'hui, Jean-François l'a dit tout à l'heure, être en capacité de faire la police du monde. On s'arrêtera sur ces paroles. C'est la fin de cette émission. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois d'y avoir participé. Jean-François Huchet, Sandrine Zerbi-Bang, Jean-François Di Meglio. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur France 24. Votre programme avec la Caisse des Français de l'étranger, assurance santé et retraite, la CFE, la sécurité sociale des expatriés.